tout ça était dans l'optique de pouvoir me lancer dans le trading, puis être libre de faire mes affaires sans dépendre de clients, de fournisseurs, de la conjoncture économique. Ouais. Quand je fais du trading, je dépends de rien. Non, c'est ça, tu sais, nous, les courtiers, on a cette foutue réputation que le paraître. Puis, tu sais, des fois, les courtiers font même pas d'argent en plus. C'est ça le pire, tu sais. Puis 2020-2021, là, ça a roulé. Là. Puis, ils ont pas... Mais quand même, parce que, tu sais, c'est bizarre à dire, mais les gens pensent que tous les courtiers font de l'argent. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La moyenne... D'après moi, tu as les gros requins qui passent à la caisse, puis t'as une couple de monde qui crève de faim. Là. Qui crèvent de faim, effectivement. Puis c'est ça qui est désolant, mais ces mêmes courtiers-là, ils ont la grosse Mercedes, ils ont la grosse BMW pour montrer que... Ça roule, là. Mais en fait, t'as pas une scène. C'est ça. C'est la fin du mois, comment je vais pas payer mon char? T'as pas d'argent, tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, j'ai décidé de mettre mon focus, mon argent ailleurs. Nice. Puis c'est comme ça que je le vois, le that's all. Là. Bon, je pense que de toute façon, l'image, c'est une chose, mais je pense que tu vas aller chercher d'autres mondes avec d'autres entonnoirs, d'autres approches. Là. Effectivement, tu sais, moi, ça fait 2 ans que je suis courtier. OK. Puis grâce à Dieu, ça va super bien. Je suis pas à plaindre. J'ai pas à quémander ou quoi que ce soit. Au contraire, même, je suis même surpris des résultats à quel point ça va bien. que j'ai eu. Ben, tu dois travailler fort. Mais oui, j'ai travaillé fort, mais tu sais, des fois, même quand on travaille fort, les résultats viennent pas tout de suite. Parce que c'est ça d'être travailleur autonome, d'avoir une business, tu comprends? Exact. Puis des fois, les gens le réalisent pas. Puis c'est un peu pour ça que j'ai parti ce podcast-là, en fait. C'est pour parler d'argent, parler d'entrepreneuriat, parler de business. En fait, de dire les vraies affaires, Colin. Tu sais, puis j'étais tombée sur ton podcast, tes TikTok que j'écoute. Nice. Puis j'ai aimé beaucoup ça parce que t'as un franc-parler. Surtout dans le domaine de la finance, c'est un domaine qui est très complexe. Et si tu ne l'exprimes pas d'une façon pour que les gens puissent comprendre, ça peut être difficile. On peut se perdre dans tout ce qui est dans la finance. Fait que c'est pour ça qu'Alex, je t'ai invité aujourd'hui. Très cool. Pour que tu nous parles de ton expérience, pour qu'on puisse parler d'argent, de finance. Fait que j'espère que tu vas pas être gêné de parler de chiffres, de parler... Non, on va parler de cash. Fait qu'écoute, Alex, présente-toi qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben en fait, moi, c'est Alex Demers. J'ai la firme Traders 360. C'est ma firme d'investissement. C'est là-dessus que je vais trader, que j'ai mon portefeuille. Puis également avec ça, j'offre de la formation en ligne sur le courtage, le trading, que ce soit pour la gestion d'un portefeuille à long terme ou des tradings swing trading. Fait que ça, c'est des opérations plus spéculatives. Puis avec tout ça, évidemment, je fais un podcast, Finance 360, pour justement un peu démocratiser la bourse, la finance personnelle, puis l'entrepreneuriat. Effectivement. Puis toi, pourquoi en fait tu t'es lancé dans ça? Est-ce que tu as des études particulières ou c'est vraiment une passion, puis tu t'es dit que let's go, je m'en vais là-dedans. Parce que quand même, la finance, veut ou veut pas, c'est touché, hein. Tu sais, on a tout ce qui est l'AMF, tu sais, l'AMF est sur le coup en ce moment, là. Ils regardent tout ce qui se fait sur TikTok, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a bien des gens qui disent de la merde. Effectivement. C'est pas vrai, tu sais. Fait que toi, pourquoi, en fait, t'as décidé de mettre tes 2 pieds là-dedans, puis de parler de ça? C'est commencé vraiment de loin, parce que à la base, c'était pas tant mon objectif d'aller en finance. Le but, en fait, c'était plus de liberté, donc de travailler à mon compte, puis de gérer moi-même mes affaires. Puis initialement, tu sais, j'ai pas commencé du jour au lendemain comme investisseur autonome, puis à faire du day trading. Ça a pris un temps parce que, ça prend du cash, ça prend du capital pour trader. Puis 2, il faut que tu aies les notions aussi pour faire ça. Fait que la première étape, moi, ça a été de me lancer en affaires. Ma première business, ça n'a aucun rapport avec la finance, c'est de l'esthétique automobile à domicile. Oh, wow! Fait que en gros, je me présentais chez les gens pour nettoyer leur voiture sur place, avec le polissage, cirage, nettoyage des marques, traitement du cuir. Fait que le créneau de tout ça, évidemment, c'était pour un levier financier. Je comprends. J'ai commencé là-dedans parce que j'avais pas une scène au départ. Lancer une business, ça prend des coûts de démarrage. Absolument. Et ça prend une expertise dans quelque chose. Aller chercher là-dedans le know-how, le comment le faire. Tu regardes des vidéos sur YouTube, puis tu es capable finalement de faire une job suffisante pour que quelqu'un te paye. Puis tu sais, l'acquisition de clients là-dedans, moi j'avais été avec l'approche du door-to-door, le porte-à-porte. Le porte-à-porte. Fait que
quelqu'un qui allait sur la route, j'avais un associé là-dedans, il cognait les portes, il offrait les services. Ensuite de ça, nous, on bookait les journées exactement pour qu'on ait le plus possible durant une journée. Puis, tu sais, on allait dans des spots, dans des villes où les secteurs étaient bien nantis. Comme ça, premièrement, le monde avait le cash pour payer pour nos services. Puis 2, on avait des voitures qui ont de l'allure. Fait que, des Audi, des Porsche, des Bentley, on en a fait. Puis quand tu prends des photos de ça avant, après, avec un portfolio, c'est pas mal plus facile après ça de vendre tes services. De closer, bien sûr. Exactement, c'est en plein ça. OK. Puis avec cette entreprise-là que tu as parti de Lavoto, est-ce que tu as été capable de faire quand même des beaux profits? J'imagine que oui, là, si tu as été capable de partir ton... La seule problématique avec ça, c'est que, tu sais, c'était ma première business. Fait que t'apprends sur le tas. Puis là, quand il arrive l'hiver, octobre, novembre, décembre, fait froid. Il n'y a plus personne qui va faire laver son auto à l'extérieur, même si on amène tous nos produits. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, ben, moi, il faut que je roule à l'année. Là. Parce que oui, on a fait une belle palette d'argent l'été, mais si tu fais plus rien le reste de l'année, c'est pas payant. Là. Fait que je voulais me trouver un local pour pouvoir rouler ça justement à l'année. Puis tant que me partir un local que personne connaît, qui n'a pas de brand, je me suis cherché un lave-auto pour m'incorporer là-dedans puis offrir mes services d'esthétique pendant que lui, il avait déjà directement l'achalandage de clients. OK, wow, c'est une bonne idée. Fait que ce qui est arrivé au final, c'est qu'il y a quelqu'un qui démarrait son car wash. Moi, je me suis dit, OK, ben gars, on va bâtir ça ensemble. Moi, je vais offrir des services d'esthétique à tes clients, qu'eux autres, ils rentrent pour un simple lavage. Fait qu'on peut faire des upsells en restauration de phare, l'aquapelle, le polissage, cirage, toutes ces affaires-là. Puis, ce qui est arrivé ultimement, c'est que j'ai acheté des parts du lave-auto parce que quand j'ai vu le roulement, je dis là, t'as peu, là, c'est bien le fun ma petite business d'esthétique, mais je veux des parts d'ici aussi. Parce que là, c'est normal. Autrement, tu sais, je travaillais là. Puis je voyais tout ça passer, fait que j'étais allé chercher des parts de ce business-là. Puis tu sais, ça, je l'ai roulé, là, 2 ans de temps, 7 jours sur 7. Là. Les journées qu'on travaillait pas, parce qu'il y avait de la pluie. Puis même là, on est allé chercher, tu sais, comme des contrats avec la SQ, des bateaux, tu sais, des gros jobs sur des boats. Fait que même quand il mouillait, on avait de la job. Il y avait de la job, J'ai travaillé là 2 ans non-stop, puis après ça, on l'a vendu. Fait qu'encore là, c'est un levier financier. Tout ça était dans l'optique de pouvoir me lancer dans le trading, puis être libre de faire mes affaires sans dépendre de clients, de fournisseurs, de la conjoncture économique. Quand je fais du trading, je dépends de rien. Oui. Mais ton entreprise de Lavoto, là, quand tu l'as partie, je sais pas si tu te sens à l'aise de parler de ça, mais en termes de chiffre d'affaires, ça ressemblait à quoi? L'esthétique ou le lave-auto? OK, vas-y avec le lave-auto. OK. Parce que l'esthétique, c'est sûr que, tu sais, nous, dans une journée, tu peux pas en faire 45 des chars, puis j'avais pas plein d'équipes. J'avais moi et mon partner, fait qu'on était limité. Quand tu arrives dans un lave-auto, c'est une autre chose, parce que le lave-auto, tu as le roulement des voitures. Tu sais, mettons, un auto standard, intérieur-extérieur, si je me rappelle bien, c'était 26,50. OK, tu fais 30-40 chars par jour, calcule ça. Plus, tu vas chercher des jobs d'esthétique on the side, tu fais un polissage, cirage sur une R8. Puis après ça, tu as un boat de 25 pieds que tu charges 30$ du pied. Ça monte vite. Ça monte vite. Sauf que vient avec ça des frais fixes. Tu as un local, il faut que tu aies la place pour pouvoir faire ça. Puis après ça, tu as ton staff à payer. Tu peux pas faire ça à deux. Fait que tu as la question du staff, tout ça. Fait que, tu sais, peut-être, en termes de chiffre d'affaires, tu es peut-être dans les 300-400 000. Mais le bottom line, après ça, tu sais, ta marge bénéficiaire, c'était peut-être 30-40%. OK, d'accord, de ce 300 000-là. OK, je comprends. Mais est-ce que toi, tu penses que ce serait une bonne idée que quelqu'un dise « Je pars de zéro, je vais me trouver un local, je vais me trouver un spot pour partir mon lave-auto », sachant en plus les prix, là, en ce moment, même pour une location, c'est du n'importe quoi là, dans le commercial. Je sais pas, c'est pour ça que je te demandais la question. Quelqu'un arrive et il dit là, « Moi, j'ai pas une scène. » Puis je veux me partir une business. Commence pas avec ça, là. Ça marche pas. C'est pas l'étape 1 à faire. Parce que quand même, il y a un permis à aller chercher pour avoir un lave-auto. Faut que la ville, probablement, te le donne. Faut que tu trouves le local qui fait de l'allure. Puis là, ton local est peut-être pas déjà fait en fonction d'être un lave-auto. Fait que t'as le drain à faire. T'as peut-être de l'asphalte à mettre. T'as de l'affichage. Tu peux pas arriver puis personne ne sait t'es où. Encore là, l'affichage, faut que tu respectes les normes de l'urbanisme. Fait que c'est quand même complexe. Puis après ça, il faut que tu trouves du monde qui veut le travailler là. On est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Les laveurs d'auto, pas sûr que ça y en pleut. Ça court pas les rues. C'est ça. Fait que moi, ça serait pas ma première avenue. Puis à chaque fois que j'ai lancé une business, avant, je la teste. Fait qu'exemple, tu sais, la compagnie d'esthétique, j'ai pas acheté tout mon stock d'esthétique en premier. La première étape, j'ai dit, gars, on va cogner des portes.
on va voir s'il y a un response, s'il y a un feedback. Si le monde sont prêts à payer 300-400$ pour qu'on fasse une job, mais qu'on ait une dizaine, on ira acheter le stock, on ira y faire les jobs. Comme ça, c'est une business que ton risque, ton gamble réel, il est très faible. Pratiquement nul. Là. Ça te coûte une journée de cognage de porte. Oui, je comprends. C'est un peu mon avenue. C'est pas tout le temps possible de le faire, mais quelqu'un qui commence from scratch, comme dans mon cas, ben c'était pour moi la meilleure avenue pour commencer. Ben toi, quel conseil que tu aurais à ce moment-là à donner à un jeune que lui, il se demande, Calé, j'aimerais partir une petite business, peut-être pas lâcher mon travail, mais faire de quoi, puis éventuellement que ça grandisse, puis t'as pas une scène. Parce que généralement, les entrepreneurs, on n'a pas une scène. C'est souvent ça, mais tu sais, première étape, t'es pas, comme tu dis, t'es pas obligé de lâcher ta job demain matin, là, parce que souvent, t'as des obligations minimales à payer. T'as un logement, de l'épicerie, de l'essence, tout ça. Puis là, avec l'inflation, c'est de plus en plus difficile. Fait que ces personnes-là, c'est trouver un side hustle, quelque chose qui va leur générer un revenu qui va pas venir cannibaliser le temps qu'ils passent à leur job. Fait que ça peut être une job, ça peut premièrement juste une deuxième job de soir, de fin de semaine. Ça peut être de vendre des trucs qui restent à ta maison. Sinon, t'es-tu bon pour faire telle affaire? T'es-tu capable de faire un site web? Apprends à faire quelque chose. Sois pas payé là-dedans, puis affiche-le, puis tu vas trouver des clients. Tu ne feras pas très cher au début, là, c'est sûr. Faut que tu te buildes un brand, puis une notoriété. Mais au moins, tu vas faire un peu de fric on the side, puis ça va t'aider. Si tu fais X montant, puis tu es capable de chercher un 200 de plus par semaine, c'est pas rien. Ben surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, l'éventualité de la récession, ben, en tout cas pour ma part, je considère qu'on l'est déjà. Donc, ça fait en sorte que de plus en plus, on sent ce besoin-là qu'ont les gens de soit partir à leur compte, avoir leur propre business, parce qu'on va aller chercher un revenu supplémentaire, ou sinon, à rester où ils sont, parce qu'ils sont confortables. Bon, les Québécois et Québécoises n'aiment pas le changement, on va se dire la vérité, mais quand même de dire, OK, Colin, moi, mes frais, ils augmentent, là. OK, j'ai 2 enfants, 3 enfants, l'hypothèque augmente, les taxes, hydro, tout augmente, mais mon salaire, il augmente pas, Colin. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu sais, fait que je te pose la question de dire que un Québécois, c'est le salaire moyen des Québécois et Québécoises, c'est 45 000, 50 000 par année. 50 000 par année. C'est ça le salaire moyen. Ça ressemble à ça. Entre toi puis moi, c'est ordinaire. Ben, au fait, surtout si tu es tout seul avec les conditions actuelles, avec les prix des logements, le prix de la bouffe à l'épicerie, maintenant, ça coûte cher. Le fait que, quoi faire dans ce cas-là? Comme je te dis, là, tu as une job, jamais je croyais que tu fais 100 heures semaine dans ta job. Là, non, c'est clair. Si tu fais 35-40 heures, il en reste du temps. Lâche le Netflix après l'heure du souper, puis les fins de semaine, je le sais que tu veux voir ta famille, tu veux voir tes enfants, mais il y a possibilité quand même de faire de l'overtime si ta job en propose. Sinon, trouve-toi un autre emploi. Là, je veux dire, il y en a, pénurie de main-d'œuvre, il y en a des jobs. Là, c'est juste, va les chercher. C'est juste que la plupart du monde, je pense, s'ils ont un job, par exemple, 29$ de l'heure, ils iront pas faire un 10-15 heures à 20$ de l'heure parce que pour eux autres, tu dis « Ah, je suis sous-payé par rapport à ce que je vaux. » Oui, peut-être, sauf qu'au moins, tu fais 20$ de l'heure, tu n'es pas chez vous à rien faire. Puis encore là, tu ne te mettras pas au monde avec ça, si tu ne passeras pas à la caisse avec ce job-là, sauf que si ça peut te permettre de t'aider à payer tes dépenses essentielles, ben, tu vas passer au travers de ça un peu mieux. Là. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, Alex, c'est est-ce que cette personne-là peut dire que je vais continuer sur ce rythme-là pendant plusieurs années à faire 2 jobs? Parce que pour moi, sincèrement, c'est pas une vie. C'est surtout quand tu as des enfants, etc., c'est pas une vie de passer ton temps à faire 2 jobs, 2-3 emplois pour pouvoir y arriver. Ouais. Je trouve que ça fait aucun sens. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est parce que c'est pas tu peux pas maintenir ce rythme de vie-là longtemps. Mais c'est exigeant. Mais ça se fait quand même. Dans le sens que, écoute, moi, j'ai passé 2 ans à frotter des bumpers, 7 jours sur 7. Oui, c'était ma business, fait que j'avais un incitatif supplémentaire, mais reste que c'est pas ma passion, moi, frotter des chars. Je comprends. l'ai fait pour passer à un autre niveau. Encore là, c'est juste une question de à quel point tu veux step up. Puis, est-ce que c'est une question de survie? Si c'est une question de survie, t'as pas le choix, je veux dire. Mais tu viens de le dire. Sur 2 ans, donc c'est du court terme. Effectivement. C'est pas du long terme. Tu peux pas faire ça le restant de tes jours, c'est impossible. Parce que de toute façon, tu vas finir en burn-out, puis tu n'arriveras jamais à rattraper tes dépenses. Sauf que si tu es capable de faire ça durant une période de temps X, pour éviter de t'endetter sur des cartes de crédit, je pense que c'est une belle avenue. Après ça, comme je te dis, réussir à booster tes revenus, c'est peut-être pas possible pour tout le monde parce que
t'es peut-être limité en temps avec tes responsabilités familiales, tout ça. Mais sinon, ben, trouve une manière de couper tes dépenses. Si t'es pas capable, toi puis ta blonde, d'habiter une place, ben, habiter 2 familles en même place, habiter avec un coloc, je sais pas, il y a des solutions à tout. Il faut couper tes dépenses au minimum. Encore là, combien de temps tu vas t'offrir là-dessus? À couper, à vivre pour l'essentiel, à travailler comme un fou ou à vivre une place avec un autre couple ou quoi que ce soit. Je pense pas que c'est bon à long terme, mais faut faire ce qu'on a à faire pour survivre. Puis c'est pas le gouvernement qui va venir te sauver, puis c'est pas personne d'autre non plus. Là. Je suis content que t'en parles parce que j'arrête pas de voir des foutues vidéos sur TikTok où ce que les gens parlent du fameux fucking $600 que la grosse affaire. Monsieur X devrait donner. Tu comprends? Puis là, je suis comme 600$, câlisse. Ça change absolument rien. Et c'est encore pire, au fait, la portion du 400$ pour les personnes qui font... Tu sais, quelqu'un qui fait 95 000 par année, n'importe quoi. Il reçoit 400$, sa blonde aussi, c'est 800$ que le gouvernement dépense dans le bar. Là. Mais ce que je trouve plate aussi au-delà de ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Toi, tu sais, tout ce qui est PCU, tout ce que le gouvernement a injecté, c'est nous qui le remboursons. Absolument. Puis tu comprends? Ça a créé aussi d'autres problèmes, là, cette affaire-là. Le monde a reçu de l'argent sans travailler, sans créer de productivité. Il y avait quand même le fric pour créer une demande. Quand tu boostes une demande, quand l'offre a des problèmes d'approvisionnement, puis qu'on a des restrictions avec la COVID, puis tout ça, c'est sûr que ça va créer un problème qu'on a vécu là. Puis l'inflation, c'est le retour du pendule de tout cet argent-là qui a été injecté. Tu sais, moi, honnêtement, je dis pas que ça a été une erreur par rapport à la PCU. C'est pas ça que je dis. Je dis que ça aurait dû être mieux calculé. Parce qu'il y a des gens qui l'ont reçu qui n'avaient pas d'affaire à le recevoir. Absolument. L'ami de mon père, là, OK, il est parti en Martinique là, pendant 4 mois. Quand il est revenu, il a vu, puis il est à la retraite, by the way, là, il a vu qu'il y avait une accumulation d'argent que le gouvernement devait lui donner, puis c'était la fucking PCU. OK? Ouais. Puis même lui, il a appelé mon père, il a dit, est-ce qu'il faut que j'appelle le gouvernement? Parce que je pense que normalement, j'y ai pas le droit. Je comprends. Et quand il a appelé, le gouvernement a dit, ben oui, t'as le droit. Puis il lui a envoyé. C'est parce qu'il fallait qu'il réagisse à une situation qui avait pas de précédent. Fait qu'il fallait qu'il fasse de quoi. Mais après ça, comme tu dis, après coup, là, après mettons les 6 premiers mois qu'on était comme sous le choc, on savait pas trop à quoi s'attendre. Après ça, tu peux rectifier le tir puis mettre ça un petit peu plus restrictif en termes de à qui tu donnes ça. Exactement. Il y a du monde qui ont beaucoup plus besoin de cet argent-là que d'autres. Puis tu sais, même principe avec le 600 puis le 400$. Enlève le 400 puis donne un peu plus au monde en bas de 50 000 parce qu'il y en a beaucoup plus besoin que la personne qui fait 80 000 par année. Absolument. Fait que ça serait une des mécaniques pour au moins réduire un petit peu la dépense du gouvernement. Mais tu sais, bon, là, c'est un sujet qu'on ne rentrera pas nécessairement, mais on s'entend-tu que toutes les décisions qui ont été prises là, pendant la COVID, là, c'est un peu pour booster l'image politique puis pour bien paraître un peu. C'est tout le temps un peu ça, au fait. Je te garantis que les décisions des politiciens, c'est rarement pour le bien-être de l'ensemble de la population. Souvent, c'est pour se faire élire puis garder les perks que ça vient avec être un politicien. C'est ça l'affaire. Puis j'ai un peu de difficulté avec ça parce que on dit... Je veux que le gouvernement m'aide à me sortir du pétrin que je suis. Nous sommes en récession. Non, en fait, c'est pas au gouvernement à penser à ton bien-être. C'est à toi-même. Absolument. Tu comprends? Moi, j'ai fait le choix que je me suis dit, ben, je vais devenir travailleur autonome. Je le savais que, tu sais, quand on décide de travailleur autonome, on veut faire de l'argent. On se mentira pas, on veut faire... c'est ça, on veut faire du cash. Ouais. Mais ça reste que je me suis dit, je ne veux pas être dépendante d'un système. Ça me tente pas. Je comprends. C'est la chose que je déteste au monde. Tu comprends? Tu sais, tous les gens qui sont sur l'aide sociale, puis là, tu vas dire, ben Marsha, t'as un gros jugement par rapport à ça, mais c'est comme ça que je me sens. Je me dis, je serais pas capable. Ben, c'est parce que ce qui arrive quand tu vis dans une situation de même, c'est que tu es dépendant des autres. Ben, c'est pas toi qui es en contrôle de ta vie. Absolument. Fait que quand tu vis là-dedans, tu sais, le socialisme, c'est bien beau jusqu'à temps qu'il manque d'argent des autres pour te faire vivre toi. Tu sais, c'est super, tu sais, c'est super noble l'idée du socialisme puis d'aider les autres, puis que la collectivité y aille tout bien. Sauf que si tu nivelles vers le bas, on va tout être égal, mais on va tout être médiocre. Je pense pas que c'est une belle optique. Ben ça aussi, puis je trouve que c'est pas juste pour les gens qui travaillent fort. Les gens qui font des sacrifices, qui ont décidé que ce soit de partir leur entreprise. Tu vas toujours avoir des gens qui vont être plus gourmands, des grosses entreprises qui vont être gourmands, mais en règle générale, veut ou veut pas, c'est lui qui prend le risque. Tout le risque, c'est lui qui le prend. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? De la même manière qu'on a entendu là, récemment que les employeurs ne payent pas assez, tu sais,
je comprends le point, j'entends ce que les gens ils disent, mais à la fin de la journée, je me dis, mais ouais, mais tu sais, je fais référence souvent, je donne souvent cet exemple-là. Moi, avant, quand j'étais jeune, je travaillais comme entretien ménager. OK. J'étais payé 21 $. Et crois-moi, là, je foutais que dalle. Ben, écoute, je peux te croire. Sur le 8 heures de temps, je travaillais 4 heures. Ouais. OK? Entretien ménager, là, à l'époque, parce que là, ils ont descendu les critères, mais à l'époque, t'avais un secondaire 5. T'étais correct. T'étais correct. Là, je pense que c'est même rendu à secondaire 3 tellement qu'ils trouvent pas. Ouais, manque de monde. Fait que, t'as un secondaire 5, secondaire 3, t'es payé 21 $ de l'heure. Sur 8 heures de temps, tu travailles 4 heures. Puis encore là, la moitié des employés chialent que le salaire est pas assez. Tu sais, fait que là, je suis comme... Ben, en partant, ça n'existe pas. Je suis pas payé assez cher. Si t'es payé à ton salaire, là, c'est ta valeur sur le marché du travail, dans le sens que c'est la meilleure offre que tu as reçue. Sinon, si tu avais une meilleure offre, tu irais travailler là-bas. Tu irais ailleurs. Exactement. C'est ça l'affaire. Tu sais, le monde qui dit « Ouais, mais je suis pas payé assez cher, tout ça », ben écoute, pars-toi-en une business de ton bord. Là. Si tu trouves que ta valeur à toi est supérieure Exactement. à ton salaire, ben tu vas être capable de générer ce revenu-là par tes propres moyens. Tout à fait, tout à fait. Puis encore là, si tu dis « Ouais, mais moi, j'ai pas d'argent pour partir d'une business », ben sois reconnaissant qu'il y a des business qui soient prêts à te payer un salaire que tu as présentement. Fait qu'il tu t'en sors pas. Non, les gens... Ben, c'est ça, tu t'en sors pas parce que les gens le voient pas comme ça. Les gens voient que ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, je travaille à l'hôpital, je fais 21 $ de l'heure, mon salaire augmente pas, c'est la faute de mon patron. Exactement. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de peu importe qui est mon supérieur, c'est sa faute à lui. C'est pas ma faute à moi. Yep. Et c'est cette partie-là que des fois, j'ai un peu de difficulté. Puis moi, je le dis souvent, là, tu sais, tu veux... mettons, j'ai interviewé un gars qui s'appelle Alexandre Lachance. Okay. C'est sûr, tu l'as vu passer sur TikTok. C'est des Lambo, ça? C'est le gars de Lambo. Oui, le classique. OK? Yep. Puis là, mais moi, je suis vraiment intriguée par ce gars-là. OK. OK? Pas... Oui, parce que bon, il est millionnaire puis tout, mais c'est même pas tant ça. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quoi le processus? Derrière ça. Parce que, tu sais, des fois, tu vois le gars avec la belle Lambo, puis tu te dis, Colin, moi, je vais être à sa place. Il a 26 ans, il est millionnaire, c'est facile. Ouch! Mais il y a tout le temps quelque chose en arrière de ça. Il y a tout le temps du travail, il y a tout le temps de la prise de risque. Tu sais, je sais pas c'est quoi son domaine, son créneau. Ça doit être... j'ai aucune idée vite comme ça, mais que ce soit de la vente ou que ce soit qu'il soit courtier immobilier ou que ce soit vendeur automobile ou qui vend quoi que ce soit, t'es tout le temps, si c'est toi qui dépend, c'est toi qui crée ton revenu, il n'y en a pas de limite en tant que tel. Fait que c'est encore là, je sais pas c'est quoi ces chiffres, mais s'il roule en Lambo quelque part dans le temps, il faut qu'il la paye. Là. Il faut qu'il la paye, mais justement, il expliquait ça. C'est que les gens veulent être à sa place, puis ils vont carrément lui dire... Il appelle des gens pour les embaucher, puis les gens vont dire « Ah non, moi, je veux pas de la job que tu m'as, je veux être à ta place. » C'est un peu la logique de tout le monde. Là, à la fin, ils veulent pas l'autre côté de la médaille. Ah, ben c'est ça! Moi, j'aimerais ça avoir ton revenu, OK, mais gère le stress financier que j'ai à faire. Ben c'est ça! Prends les risques que j'ai à faire, puis il y a tout le temps... Si t'es plus payé, tu réponds à un besoin. Exact. Tu prends une pression sur tes épaules que l'autre personne en dessous n'a pas. A pas, puis comme je te dis, c'est le processus. Comment qu'il s'en est rendu pour être là? C'est ce que je veux juste dire. son brand qui est en train de se builder, mettons, sur TikTok. Ouais. Ça, en soi, créer du contenu, aller chercher l'attention du monde, se builder une audience, c'est une valeur en soi. Là, ça crée un entonnoir que lui, c'est peut-être comme ça qu'il recrute son monde, c'est peut-être comme ça qu'il fait des ventes. Absolument. Mais il y a une raison derrière le pourquoi il pose du contenu comme ça. Là. Je te dis, en tout cas, c'est quand même touché. Pour en revenir à toi, qu'est-ce que tu fais? OK, t'es dans tout ce qui est bourse, trading. Parle-moi-en un peu. Parce que moi, j'ai un peu de difficulté de ce côté-là, surtout le côté trading, où ce qu'on entend souvent que c'est de l'argent facile à se faire. Tu peux faire de l'argent facile. Mais toi, tu viens de dire quelque chose, c'est que pour commencer, tu avais besoin d'investir un bon montant. Et quand tu parles de bon montant, on parle de quoi à peu près? Là? Encore là, tu sais, pour faire... Puis là, ça dépend. C'est-tu pour te bâtir un portefeuille, à long terme? Parce que si c'est ce volet-là, tu peux commencer à mettre 500$ par mois. Au bout d'un an, tu vas avoir mis 6000$. Tu vas avoir un portefeuille que tu vas avoir bâti toi-même. Que ce soit que des actions individuelles, tu sais, comme, mettons, acheter du Apple, Microsoft, tout ça. Ou sinon, tu vas avec un fonds indiciel. Fait que lui, il va refléter un indice boursier. Exemple, le SP500. Puis à ce moment-là, tu achètes des parts de ce fonds-là. Tu as un exposure à différentes entreprises américaines. Fait que tu n'as pas besoin de gérer ta diversification. Tu le fais directement en investissant dans le fonds. Mais bref, ce volet-là, l'investissement à long terme,
t'as pas de montant minimum pour commencer ça. OK, je comprends. Tu peux commencer avec 500$ par mois, 2000$ par mois, peu importe. Tu peux cotiser à ton CELI, à ton REER, dans un compte comptant, peu importe. Mais sinon, si on parle de trading dans le but de générer des profits à court terme, que ce soit du day trading, des profits à la fin de la journée, ou du swing trading, qui est des transactions sur quelques jours ou quelques semaines, dans les deux cas, ça te prend du capital parce que tu fais du rendement sur le montant qui est dans ton compte. Si tu prends une position de 20 000$, tu fais 10% de cette position-là, ben, tu as fait le rendement sur le 20 000$. Là. Je comprends. Fait que ça te prend un certain montant pour être capable de créer des gains intéressants. Puis encore là, le but du trading, c'est-tu de faire des opérations puis de bonifier ton rendement annuel? Dans le fond, juste créer des gains, mais tu ne sortiras pas cet argent-là de là. Versus mettre ça dans un compte dans le but de te générer un salaire ou un revenu avec ça. C'est deux choses complètement différentes. Qui est totalement différent. Oui, parce que quand tu vas day-trader dans le but de te sortir un salaire, ben, tu viens cannibaliser ton capital sur lequel tu vas trader. Fait que si, exemple, tu as, je sais pas moi, 100 000 dans ton compte. Ouais. Puis là, dans ton 100 000, tu es capable de générer tu fais 5% par mois, mettons, avec ton 100 000. Tu fais 5 000$ par mois. Ben, tu peux pas te verser 10 000$ de salaire par mois là, parce que tu vas pouvoir le sortir, le 10 000$. Sauf que, comme je te dis, tu vas venir manger ta portion de capital que tu as besoin pour te sortir tes profits. OK, je comprends. Quand tu es rendu dans la portion de vouloir générer un revenu avec tes opérations de day trading, de swing trading, il y a une gestion du cash flow qui est différente. Il faut que tu sois en mesure de calculer c'est quoi les rendements que tu vas chercher, c'est quoi le salaire que tu peux te verser, est-ce que tu te donnes ça au mois, à la semaine. Si tu fais 5 000$ d'une semaine, tu le prends-tu au complet? Tu te donnes-tu un 2 000? Puis encore là, il y a une question c'est du revenu brut, ça, là. 2 000, enlève les déductions, l'impôt, t'es à 1 300 net, là. Fait il y a tout ce volet-là à considérer. Puis c'est pour ça que de mon bord, mes opérations de trading, que ce soit du day, du swing ou même mon portefeuille, c'est tout à l'intérieur de mon incorporation. Il y a des avantages fiscaux à le faire de cette manière-là. Bien sûr, je comprends très bien. OK, mais là, moi, je veux vraiment faire référence à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Là. Ouais. Va faire du trading, c'est de l'argent facile. J'ai même un voisin, je pense, qui fait ça, là, puis de ce qu'il dit, c'est de l'argent facile. Là. Ouais. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que ce qu'on entend, c'est vraiment ça? Au fait, non. Dire, j'investis tout de suite après, je me fais un... Premièrement, tu n'investis pas. Si tu fais du day trading, c'est de la spéculation. Le but n'est pas le même du tout. Il y a une optique à long terme si tu fais de l'investissement. Si tu fais de la spéculation, du day trading, le but, c'est de profiter des fluctuations du prix de l'action ou du prix d'une devise ou d'une matière première dans le but de générer un profit, là, un plus-value avec ça. Je comprends. C'est pas la même chose. Puis pour répondre à la question, non, c'est pas de l'argent facile. Le monde qui promouvoit cette image-là, avec le Ferrari, le Lamborghini, le McLaren, peu importe, les supercars, ils veulent, dans le fond, s'attirer le monde avec l'appât du gain. Fait que tu lui dis, hey, écoute, prends ma formation à 2000$, puis je vais t'apprendre à devenir millionnaire avec ça. Dans les faits, il n'y en a pas de formule magique. Là. Fait que ce monde-là, pour la grande majorité, ils vendent des formations à une coupe de 1000$, puis la grosse portion de leur revenu, ça vient pas du trading, ça vient de la vente de formation. De la formation. Fait que, tu sais, c'est un modèle d'affaires comme un autre, sauf que moi, c'est sûr que je suis pas pour ça, là, parce que ça, c'est... Tu vends du rêve pour être en mesure de faire tes revenus, mais quelque part dans le temps, tu n'auras jamais de clients satisfaits, tu n'auras pas de référencement, tu n'auras rien de ça parce que sa stratégie ou sa mécanique ne fonctionne pas. C'est pas réaliste de vendre ça. Ouais. Fait que de mon bord, si tu écoutes mon podcast, si tu écoutes même mes formations, c'est jamais de la vente de rêve. C'est toujours le plus réaliste possible. Ouais, je dis les vraies choses parce que sur la long shot, je vais être reconnu pour avoir dit les vraies affaires. Que ce soit dans mon podcast, que je suis hyper transparent par rapport à mes transactions pour mon propre portefeuille. Je donne mon avis sur l'économie, sur un paquet de choses. Puis tu sais, ça reste documenté dans le temps. Fait que ce que j'ai dit, c'est là. Fait que je veux que ça soit justement, ça documente mon parcours d'investisseur, puis je vais être reconnu comme quelqu'un qui a dit les vraies affaires. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est que je trouve que le domaine de la finance, c'est que faut faire attention, là, on joue avec l'argent des gens, là. Écoute, là, c'est pas une joke, là, c'est pas une blague, non, là. Vraiment pas. Écoute, il y a des gens qui vont mettre toutes leurs économies là-dedans, peut-être même leurs économies d'une vie, hein, les économies de leur retraite, peu importe, dans l'espoir de dire, ben, OK,
je vais faire de l'argent facile. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il n'y a rien de facile dans la vie. Là, c'est la fin qui est plate, justement, avec tes propos. C'est que le monde qui vend ce type de formation-là, qui vendent le rêve, puis les grosses affaires, puis la Lambo, souvent, ils attirent pas les multimillionnaires avec ça, ou le monde qui ont déjà bien de l'argent. C'est souvent du monde mal pris, qui essaie de se trouver une porte de sortie, puis d'essayer de sortir plus d'argent pour arriver. Ouais. Mais le trading, ça sera jamais la solution pour déclencher demain matin, être en mesure de passer à la caisse avec ça. En partie parce que ça te prend déjà du cash pour être en mesure de te sortir des rendements intéressants. Et deuxième chose, ça se fait pas du jour au lendemain. La première fois que j'ai fait une transaction en bourse, c'était en 2013. Ça fait 10 ans de ça. Là, je veux dire. Ça a pris tout ce parcours-là. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai envie, que je suis capable de me sortir une paie qui a de l'allure avec ça. Wow! Quand même! Mais comme je te dis, mais il y a un processus. Oui, mais quand même, c'est long, là. C'est très long. Puis, c'est pas juste ça. Ça n'a pas été un parcours non plus de mettre du cash dans le compte puis de le compound, là, de le faire fructifier. Ça n'a pas été ça, mon approche. J'ai fait des business. J'ai vendu mon car wash. Ça a été un levier financier. Ça m'a apporté du capital. Puis, à un moment donné, tu vas chercher de l'argent un peu partout. Tu gardes un rythme de vie assez... sans être basic, assez, mettons, standard. Puis après ça, tout l'excédent, ça se retrouve dans les comptes de courtage. Puis là, à ce moment-là, tu es capable de faire des transactions qui ont de l'allure. Mais quel conseil, mettons, que tu pourrais donner, puis moi, ce conseil, je vais même le prendre pour moi, là, parce que moi, j'ai quand même des belles économies, mais mon foutu problème, c'est que, oublie ça, je fais pas fermer cet argent-là avec avec ma banque. Okay. Et il m'appelle, il m'harcèle parce qu'il voit mon compte bancaire, mais je suis comme non, tu me donnes 2-3%. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Chris? L'inflation, je pense, là, c'est rendu à 7 ou 8%. C'est du gros n'importe quoi. Donc, quelle option que tu donnerais à quelqu'un qui pourrait quand même mettre un bon montant, que ce soit à la bourse, que ce soit dans du trading, puis que ça lui amène un rendement qui est intéressant si cette personne-là vise pour du long terme? Ben écoute, il n'y a pas de réponse toute faite pour tout le monde, mais tu sais, mettons les grandes lignes. Première affaire, que tu sois travailleur autonome ou employé, il faut que tu aies un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est 3-6 mois de dépenses essentielles. Ça veut dire que demain matin, tu te pètes une jambe ou tu n'es pas capable de travailler, tu n'es pas capable de générer du revenu. Tu as 3 mois à 6 mois de dépenses qui sont là, que tu vas être capable de survivre avec ça. Mais ça, c'est pas facile pour les Québécois et Québécoises. Non, au fait, c'est excessivement difficile parce que juste l'idée d'avoir un excédent à chaque paye puis de le mettre de côté dans un compte qui sert uniquement au cas où, c'est très difficile. Là. Moi, j'appelle ça le compte pour bien dormir. Exact. Mais moi, il me le faut. Puis, tu sais, t'es travailleur autonome, tu le sais. T'es courtier immobilier. Fait qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que tes revenus sont pas stables. Puis, tu dépends quand même de ta capacité à aller générer de l'argent. De la minute que tu n'es plus capable de le faire, tes dépenses n'arrêteront pas du jour au lendemain. Puis, tes revenus, eux autres, ils arrêtent d'un coup sec. Fait qu'il faut ce coussin financier-là. Ça, c'est l'étape 1. Avant de vouloir investir, pas vouloir faire fructifier ses avoirs, la première chose, c'est d'avoir ce fonds d'urgence-là. Puis ça, tu peux mettre ça dans un compte d'épargne. Là. Présentement, ils sont comme à 1,6 %. Tu passes pas en caisse avec ça non plus. Non, mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, c'est un coussin financier au cas où que ça va mal. C'est ça. Une fois que ça, c'est fait, ben là, t'as plein de comptes à ta disposition. Exemple, de ton côté, au personnel, tu peux cotiser au CELI. Fait que dans le CELI, tu peux mettre des actions, des obligations, des fonds mutuels, des FNB. Le CELI, c'est un véhicule de placement. Dans le sens que tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Après ça, exemple, t'achètes... Le rendement n'est pas assez élevé pour moi. C'est ça le problème. Regarde ça, c'est que justement, ça, c'est une idée préconçue qui est mal faite. Okay? Le CELI ne t'offre à la base aucun rendement. Je suis d'accord. C'est un véhicule. Ce que ça veut dire, c'est que si tu vas là-dedans, puis tu achètes, exemple, un FNB qui te donne 20% de rendement cette année. Oui. Ben, puis là, il est 100% action. Ben, tu as fait 20% à l'intérieur de ton CELI. Oui. Fait que si tu as mis, mettons, 10 000 $, puis là, tu as fait 2 000 $, ce 2 000 $-là, à l'intérieur de ton CELI, il est non imposable. Non imposable, je suis d'accord. Puis tu peux mettre, si tu n'as jamais cotisé là-dedans, c'est rendu autour de 80 000 que tu peux mettre dans ton CELI. Ouais. Je veux dire, c'est la première étape dans l'investissement. C'est un compte qui vient avec des avantages fiscaux. C'est la première place que tu devrais commencer à mettre ton cash, c'est là. Puis la question du rendement, c'est c'est quoi ton profil d'investisseur? C'est quoi ton âge?
C'est quoi ta tolérance au risque? C'est quoi ton horizon de placement? Tu veux-tu faire fructifier un peu ton cash en attendant d'acheter une maison ou tu mets ton cash là-dedans pour quand tu vas avoir 65 ans? Oui. Tu n'auras pas le même type d'actif à l'intérieur de ton CELI. Absolument. Fait que, tu sais, exemple, personne âgée va peut-être aller plus dans des obligations, des titres à revenus fixes. Fait que tu vas peut-être avoir du 4, 5, 6% par année. Ouais. Ça, c'est avec des métiers garantis, là, sous forme d'intérêt. Non, je sais. Versus, tu pourrais investir dans un fonds 100% actions. Donc ça, c'est plus volatile. Cette année, en 2022, les actions, c'est pourri. Mais si tu regardes ça sur une échelle de 30 ans, terme, en moyenne, c'est 10% de rendement par année. Ouais. Si tu as ça, puis c'est du rendement composé, tu fais de l'argent sur les gains à chaque année, ben dans 30-40 ans, ça fait des énormes rendements. Ben, c'est ce que j'ai fait avec mes REER, by the way, parce que je savais que mes REER, je peux plus les sortir. J'ai déjà acheté ma première maison. Effectivement. Ouais. Sinon, tu vas payer de l'impôt en sortant je vais pas retourner aux études. En tout cas, je crois pas. Fait que ça j'ai fait ça avec mes REER. Tu comprends? Ouais. Mais moi, le gros problème que j'ai, pourquoi que ça m'énerve que mon argent reste avec la banque, la faire fermer pour 5 ans, c'est que j'ai toujours ça dans ma tête. Man, il me donne 2-3% avec mon argent, puis lui, il en fait je sais pas combien. T'sais. Mais ça, c'est ça qui m'énerve. Ce type de placement-là que tu parles, c'est un type de placement précis, dans le sens que tu prêtes de l'argent à la banque sous forme de CPG là, ou dépôt à terme, puis eux autres, ils vont dire, écoute, on gèle ton cash pendant 2 ans, puis en échange, on va te donner, ben là, présentement, t'es au taux de 3-4%, mais ils vont te donner ça, mais comme tu dis, ton cash, tu peux pas le prendre, sinon tu vas payer une pénalité. Puis eux autres, comme tu dis, probablement qu'ils font de l'argent avec cet argent-là, plus que les rendements qu'ils te donnent. C'est ça qui me gosse. Oui. Tu comprends? Sauf que, tu peux le faire toi-même, cet investissement-là, dans le sens que à Star, tu as des plateformes de courtage en ligne qui te permettent de devenir investisseur autonome. Fait que toi, tu vas avec la Banque nationale courtage direct, tu ouvres un compte, un CELI par exemple, un compte US, un compte canadien, puis tu achètes toi-même les actions que tu veux. Tu peux acheter du TELUS, tu peux acheter du Enbridge, Couche-Tard, du côté canadien, du côté américain, tu peux acheter n'importe quoi d'autre, du Microsoft, ce que tu voudras, peu importe, mais tu peux le faire. Et à ce moment-là, tu n'as pas de frais de gestion, puis les rendements que tu vas avoir, au même titre que ceux-là que tu aurais mis en banque, sont à l'abri de l'impôt. Tu ne perds pas les avantages fiscaux parce que c'est toi qui le fais. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu plus toi qui contrôle tes placements. Et là, je suis pas en train de dire que tout le monde peut faire ça, mais il y a une possibilité de le faire si tu veux pas passer par la banque via des conseillers financiers ou des PF qui vont se prendre une com ou qui vont te charger des frais pour ça. Une cote aussi, puis tu sais, des fois, je veux pas généraliser, mais des fois, j'ai un peu l'impression qu'aussi la banque va peut-être pas aller avec 100% ton intérêt, tout dépendant sur qui tu tombes. Là. Moi, je suis tombée sur une femme extraordinaire qui me dit les affaires cash, mais je pense pas que c'est tout le temps comme ça. Fait qu'à ce moment-là, si quelqu'un voudrait se lancer tout seul, je veux dire, tu sais, mettons pour moi qui connais rien, là, je connais rien, j'ai quand même une petite base, mais pas développée, ben à ce moment-là, on fait quoi? Parce que moi, personnellement, à l'heure que je te parle, je serais pas à l'aise de dire que je vais m'ouvrir un profil, un compte tout seul, puis je vais faire ça tout seul. Parce que j'ai besoin de connaître le sujet. C'est une très bonne chose que tu sois consciente de ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde, surtout 2020-2021, qui se sont comme lancés là-dedans sans avoir aucune connaissance. Ils ont juste dit « Hey, tout a droppé, fait que je vais acheter pas mal n'importe quoi. » Puis comme de fait, ça a monté. En 2020, si t'as acheté mars-avril 2020, là, tu pitchais ton argent un peu n'importe où, puis tout a monté. Fait que quand tout le monde est bon. C'est facile de faire du fric. Sauf que quand tu arrives dans un contexte comme par exemple 2022, où que l'ensemble des marchés boursiers est à la baisse, c'est là que tu vas voir la différence entre ceux qui vont t'offrir la long shot versus du monde qui se sont improvisés traders ou improvisés investisseurs autonomes. Et pour te répondre à ta question, comment on fait pour se lancer là-dedans? Ben, t'as pas le choix. C'est comme si tu me dis, hey, Alex, je veux jouer de la guitare. Ben, c'est plate, là, mais il va falloir que tu prennes des cours, il va falloir que tu apprennes à faire, il va falloir que tu te pratiques, il va falloir que ça prend un temps. Fait que c'est la même chose pour l'investissement autonome. Faut que tu lises, faut que tu comprennes c'est quoi les différents types d'actifs. Il y a des formations, puis là, c'est sûr, pour ma paroisse, là, j'en ai des formations là-dessus, mais que ce soit moi, n'importe qui d'autre, que ce soit des cours au CSI, que ce soit des vidéos sur YouTube, des livres, il y en a de l'information. C'est juste, est-ce que tu veux mettre le temps là-dessus ou tu préfères te concentrer sur ce qui est payant pour toi? Toi, c'est bien plus payant que tu ailles vendre des maisons, que tu apprennes comment faire ces affaires-là. Fait que souvent, le compromis, c'est de dire, OK,
je vais pas perdre mon temps à apprendre tout ça. À la place, je vais déléguer ça à un conseiller financier, à ma banque, à un PF, peu importe. Puis lui va gérer mes actifs puis mes placements à long terme sans que j'aie besoin de gérer ça de mon bord. OK. Puis toi, dans la business que tu as, les formations que tu donnes, est-ce que tu aides les gens à ouvrir des comptes? Ben, check bien, parce c'est que touché, là. c'est touché, puis dans le sens que je suis pas un conseiller financier, puis je suis pas un gestionnaire de portefeuille. Là. J'ai ni les licences, ni l'envie de faire ça. Mon optique, moi, c'est pas mal plus d'éduquer les gens sur, premièrement, l'investissement autonome. Ouais. C'est quoi les types de comptes? Comment ça fonctionne une plateforme de courtage en ligne? C'est quoi des actions versus c'est quoi des obligations? C'est plus de démocratiser la bourse, mais je te dirais pas, achète telle action à tel prix. Je te dirais pas, achète tel fonds. Je vais pas te bâtir un portefeuille, puis je vais pas te faire de recommandations non plus. Fait que, après ça, tu peux écouter mon podcast, c'est gratuit. Là, je suis rendu à 130 quelques épisodes. Ouais. Tu passes au travers de ça, je te garantis que tu as du knowledge. Oui, absolument. Tu es capable de. Absolument. Tu seras peut-être pas capable de tout faire, mais au moins, si tu deviens pas investisseur autonome, au moins, tu vas comprendre le vocabulaire de ton conseiller. De ton conseiller, effectivement. Tu vas mieux comprendre c'est quoi un fonds indiciel versus c'est quoi un FNB, c'est quoi des actions versus c'est quoi des obligations. Des fois, c'est une question de vocabulaire. Puis après ça, ben, tu vas prendre les décisions qui fêtent le plus avec ton profil. OK. Donc, mais là, est-ce que toi, Bon, là, c'est sûr que probablement tu vas me dire oui, là, parce que tu es dans le domaine, mais est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose d'avoir quand même des comptes diversifiés? Tu sais, je te donne un exemple à moi. Moi, je suis courtier immobilier, mais à date, là, à part l'immobilier que je trouve que je trouvais, parce que là, Colin, ça commence à devenir cher, là, que je trouvais que c'était quand même, ça donnait des bons rendements, c'était un bel investissement. Là, je te cacherai pas, je commence à avoir des doutes avec les prix que je vois. Mais pour moi, c'était comme, toutes mes économies vont dans ça. All in là-dedans. All-in dans ça. Mais je me rends compte avec le temps que ce serait pas une mauvaise idée de placer mon argent ailleurs aussi, tu sais, d'avoir plusieurs paniers. Est-ce que dans ton cas, à toi, c'est quelque chose que tu valorises aussi? Ben écoute, le secteur de l'immobilier, c'est un des secteurs, mais il y en a une tonne, là. T'as le secteur de l'énergie, le pétrole, tout ça. T'as le secteur de la consommation discrétionnaire, avec toutes les affaires de restauration puis de luxe. Consommation de base comme... les épiceries, les pharmacies, les places qui vendent des produits qu'on sent tout le temps. Fait qu'il y a différents secteurs, puis différents types d'actifs aussi. Fait que t'as d'un bord, t'as l'immobilier, puis l'autre bord, t'as les valeurs mobilières. Fait que ça, c'est les actions, les titres financiers, finalement. Fait que tant qu'à moi, oui, ça serait bon de te diversifier dans les deux. Sauf que, encore là, comme je te dis, je suis biaisé, là, parce que moi, c'est l'inverse de toi. Je suis all-in dans la bourse. J'ai rien d'immobilier. Ouais, c'est fou. C'est sûr qu'on n'a pas la même approche dans nos affaires. Puis, tu sais, chacun a ses avantages. L'immobilier, tu as l'effet de levier. Là. Tu mets un 5% pour acquérir telle affaire ou un 20% si c'est un investissement locatif. Mais tu as un effet de levier. Tu mets une petite somme pour avoir la valeur du bâtiment. Tu as toute l'ingénierie financière aussi, du refinancement, de l'optimisation sur toutes les multilogements, tout ça. Absolument. Mais la bourse, c'est autre chose. T'as pas l'effet de levier, mais t'as la liquidité. Là. Demain matin, j'ai besoin de 20 000, je clique, flang, c'est sorti, puis je l'ai, mon cash. Fait que la bâtisse, il faut que tu la vendes. Puis, évidemment, la valeur de ta bâtisse, c'est selon les comparables. Fait que ça dépend du marché. C'est un peu le même principe à la bourse. Là. L'action, elle vaut ce que le monde est prêt à payer pour. Fait que c'est... Comme je te dis, moi, je ferais les deux. Tu perds rien à mettre. Surtout que, comme je te dis, le CELI, c'est un super bon compte. Ton REER aussi, là, dans le sens que quand tu cotises, je sais pas moi, 10 000, 15 000, 20 000 dans ton REER, ça diminue ton revenu imposable. Tu vas peut-être avoir un remboursement d'impôt avec ça. Ben moi, c'est juste pour ça que je l'ai fait, honnêtement. Parce que si ce n'était pas à cause de mes revenus... je n'aurais pas cotisé dans mes REER. Mais au fait, ta logique est quand même bonne. Quelqu'un qui fait 30 000 par année, mettre ça en REER, là, c'est pas une super bonne avenue. Puis ça, c'est s'il en reste. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est que, ça diminue ton revenu imposable, ton retour d'impôt. Puis l'autre, ton argent qui est là, elle va fructifier aussi. Là. Fait que quelque part à ta retraite, ça vaut de quoi? Là? C'est pas juste pour ton revenu, ton retour d'impôt. Puis ton retour d'impôt, tu pourrais le prendre et le mettre dans ton CELI. Fait que tu as cotisé à ton CELI sans avoir même planifié, budgété cet argent-là. C'est juste un retour d'un impôt que tu as surpayé durant l'année du fait que tu as diminué ton revenu imposable avec tes Absolument. Je suis d'accord avec toi à 100 000 à l'heure.
Mais, tu vois, il y a des gens qui vont avoir cette conception-là. Mettons, je te donne un exemple de mon père, il gagne quand même bien sa vie, mais lui, il est à fond dans ses REER. Tu sais, ses REER, c'est toute sa vie, là, tu comprends? Moi, comme je te dis, je vois vraiment les choses différemment. Mettons que le système aurait été différent et que si je cotisais pas dans mes REER, j'aurais pas eu cette déduction-là par rapport... J'aurais pas cotisé. Peu importe le salaire que j'aurais plus fait. le côté Peu importe. Diminuer ton revenu imposant pour l'avantage fiscal qui vient avec ça. Mais tu sais, exemple, le REER, c'est au même titre qu'au CELI. Tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Là. Tu peux mettre un fonds indiciel, puis comme je te dis, mettons que ça donne du rendement de 10% par année. C'est de l'argent, en plus, là-dedans, c'est à l'abri de l'impôt tant et aussi longtemps que ça sort pas du REER. Oui, je comprends, mais sauf que le CELI, je peux l'enlever en tout temps. Effectivement. Le REER, je ne peux pas. Non, qui est collé de mon propre argent. Mais tu peux, sauf que si tu le sors, tu vas payer de l'impôt à ton taux marginal. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas là que tu perds l'avantage qui venait avec. C'est ça qui est plate. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis 100% d'accord. C'est ça qui me dérange. Je dis, Colin, c'est mon argent, ta barouette. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est jamais canné. Dans le sens que même un CPG, un REER, tous les types que, tu sais, on a l'impression que quand on met ça en banque, tu peux plus ressortir de là. Je te garantis que tu peux. Tu vas avoir peut-être des pénalités, tu vas peut-être devoir payer de l'impôt, mais c'est pas gelé là. Au même titre que ta mise de fonds n'est pas nécessairement gelée non plus. La minute que tu veux vendre, tu peux récupérer. Mais tu vois, pendant que tu dis ça, j'ai un client un ami de mon père, je l'ai aidé à acheter un condo. Okay. Il a acheté le condo à 350 000, il mettait 175 000 de mise de fonds. Okay. Puis lui, c'est un gars qui avait une excellente bonne job, puis sa mise de fonds était dans un compte. Je pourrais pas te dire exactement c'était quoi le type de profil qu'il avait fait, mais il l'avait fait fermer pour 5 ans. Okay. Puis quand il a été voir la banque pour dire, écoute, je m'achète un condo, j'ai besoin de faire sortir une partie, pas la totalité, mais une partie, la banque a refusé. Donc, j'ai dit, ben non, rappelle-les, faites quoi? Parce que c'est sûr qu'ils vont peut-être te charger une pénalité, quelque chose, mais toi, t'en as besoin, on s'en fout. Puis ils m'ont dit, il a été voir la direction, ils ont dit, pas question, on sort pas l'argent, tu le savais, le compte est fermé, ils ont rien voulu savoir. Je pourrais pas élaborer là-dessus. C'est fou pareil, tu sais. Je connais pas ça. Mais c'est pour ça que je t'expliquais que moi, côté banque, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mais encore là, je comprends le profil de la banque. T'sais, la banque, c'est de faire de l'argent, c'est de faire des intérêts. Si toi, tu lui promets que tu mets ton argent là pendant 5 ans qui est fermé, eux, ils ont déjà planifié de faire quelque chose, puis tu leur arrives 2 ans plus tard, puis tu dis finalement, je le fais plus fermer. Là, c'est un problème pour eux parce qu'ils l'ont déjà. Tu sais, c'est ça. Fait que je comprends le but, mais moi, j'ai décidé que je rentre pas dans des affaires de même parce que je vais m'énerver assez rapidement. mais je comprends le but. Je comprends puis c'est dans le système qu'on est malheureusement. Je pense qu'on peut pas s'en sortir, hein? Parce que des fois, on pense qu'on est plus smart, mais on... Ben, il y a des affaires, tu sortiras pas de l'impôt, puis tu sortiras pas des marchés, des affaires bancaires, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, là. Mais même l'impôt, encore là, ça dépend. Toi puis moi, on a décidé de se le mettre incorporé, c'est pas pour rien. Ouais. T'as pas le choix, tu vas payer ton impôt, dans le sens que, oui, un Inc., t'as des avantages fiscaux, mais encore là, ton taux d'imposition, il est moindre pour les bénéfices qui restent dans le business. Oui. Mais la journée, c'est un report d'impôt. La journée que tu as besoin de cet argent-là, tu te la redonnes. Tu vas payer de l'impôt dessus. Là. T'es fait. Fait que comme je te dis, l'impôt, tu t'en sors pas non plus. Tu t'en sors pas. Ouais, c'est vrai. Puis là, la question que j'ai oublié de te demander, c'est pourquoi toi, en fait, t'as décidé... T'as quel âge en passant? Moi, j'ai 33. OK, 33. T'es quand même très jeune. Pourquoi t'as décidé de dire, OK, ben moi, je veux pas travailler pour un employeur, je pars ma business, puis je pars à mon compte. Sachant que, puis moi, je le dis souvent, c'est que t'as pas une grosse expérience en ayant travaillé pour un employeur. Nope. C'est parce que des fois, au bout de 30 ans, 40 ans, tu peux être tanné, puis tu vas dire, je suis tanné, m'en partir à mon compte. Ouais. J'ai vu c'était quoi travailler pour quelqu'un, puis je suis plus capable, là, je veux faire mes affaires. Fait que pourquoi toi, rapidement, très jeune, tu t'es dit... Mais rapidement, mais pas si rapidement que ça. Je t'explique, c'est que j'ai eu un deck en électronique. J'ai fait ça à Sainte-Thérèse, là, à Lionel Groux. Okay. J'ai travaillé pour CAE, qui est une compagnie des simulateurs de vol, finalement. Okay. Je travaillais, parce que mon père travaillait là. J'ai rentré là. Je travaillais comme employé à peu près 1 an, ou un petit peu plus qu'1 an. Puis c'est pas, tu sais, tu me dis pourquoi tu as décidé de devenir travailleur autonome puis de partir à ton compte. C'est parce que j'ai pas le choix. Je suis pas capable d'être un employé. Je suis pas capable d'être dans ces barèmes-là. Je me sentais pas bien là-dedans. J'ai l'impression de limiter mon potentiel puis de pas faire... Tu sais, je me suis dit, je vais pas faire ça
le restant de mes jours, de me pointer à telle heure, de puncher in, puncher out, de savoir à chaque jeudi c'est quoi ma paye. Est-ce que tu as de la difficulté avec l'autorité? Ben, l'autorité en soi, je pense que c'est oui, mais pas c'est pas tant ça non plus. C'est une question de liberté, de contrôler puis d'être payé selon mes performances. Que je fasse une semaine de feu à ma job ou une semaine que j'ai mal à la tête puis je suis pas performant, c'est la même paye aux 2 semaines. C'est malheureux, mais ça changera pas. Versus là, quand je prends des bonnes décisions, quand je mets du temps sur ma business, quand je crée du contenu, quand je crée des affaires ou que je spot une bonne possibilité d'investissement, ben là, j'ai un retour sur investissement qui est à la hauteur, un, des risques que j'ai pris, puis 2, du temps que j'y ai mis. Oui, je comprends. C'est plus une relation au niveau de l'effort, puis la récompense en argent qui vient avec ça, qui est un peu comme normalisé quand tu es un employé. Là, à moins que tu sois un employé à commission. Là. Oui. Ça change un peu. Ben, là, t'es travailleur autonome à commission, mais t'es un vendeur d'auto dans un concessionnaire. T'as une petite paye de base, là, mais c'est pas grand-chose. Puis plus tu réussis à vendre, plus tu réussis à te sortir une bonne paye. Fait que là, encore là, c'est un petit peu plus lié aux performances. Fait que t'as un meilleur contrôle de ton revenu. Mais encore là, moi, ça me limitait parce que, mettons, le vendeur d'auto, une semaine qu'il n'y a pas un client qui rentre, c'est malheureux, mais comme tu dis, ça va mal. Là. Versus... Moi, c'est moi qui va chercher mes clients, je vais me bâtir une audience. Quand je fais des positions de trading, c'est moi qui ai spoté l'opportunité, c'est moi qui prends les risques de faire le move. Puis si ça marche, ben, je fais de l'argent, puis si ça marche pas, ben, j'en perds. Mais j'ai le contrôle là-dessus. Mais là, peut-être j'avais loupé, mais pourquoi, je pense que je t'ai demandé tantôt, je me rappelle pas de ta réponse, pourquoi la finance? Parce que là, tu viens de dire, t'aurais pu aller peut-être travailler dans un concessionnaire, mais c'est pas l'idéal. Mais pourquoi dire la finance? C'est ça que je veux faire. Ben, je pense que, comme j'ai répondu au début, c'était une question de liberté à base. Oui. C'est juste que j'ai découvert que moi, ce qui m'intéressait, c'était les chiffres, la business, l'entrepreneuriat, tout ça. Puis tu sais, investir en bourse, là, dans le fond, t'évalues des business. Tu regardes Microsoft, tu regardes les états financiers, tu regardes c'est quoi leur modèle d'affaires, leur avantage concurrentiel, c'est quoi leur perspective d'avenir. Puis après ça, tu dis, à ce prix-là, c'est un bon prix pour devenir actionnaire de cette compagnie-là. Si oui, ben oui, puis là, tu deviens investisseur là-dedans. Mais au même titre que quand tu te lances en business, tu vas regarder, tu vas dire, OK, ça me coûte combien? C'est quoi les perspectives de revenus, de bénéfices? C'est quoi mon avantage concurrentiel par rapport aux autres qui font ça? Fait que pour moi, tout ça, ça se rejoint. Être entrepreneur puis investisseur autonome, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se relient là-dedans. Puis si quelqu'un voudrait faire la même chose que toi, donc ça veut dire vraiment de vivre, que ce soit de la bourse, que ce soit du trading, c'est quoi le minimum qu'il lui faudrait actuellement en 2022-2023 pour investir, pour commencer? Ben, encore là, ça dépend de c'est quoi son beat de vie. Tu sais, combien il veut sortir par semaine? Là? Il veut-tu 2000... Parce que 2000$ par semaine, c'est 100 000 par année. Ça, c'est au brut. Là. Il reste à peu près 65-70 000 net après tes déductions puis l'impôt. Tu trouves ça beaucoup? Non, c'est minime. Sauf que ce que je te dis, c'est que la personne, est-ce que ça, c'est son critère minimum? Si oui, si son minimum, c'est de faire 100 000 avec ça, ça va t'en prendre du fric, là, dans le sens que tu fais un rendement sur ça. Fait que c'est sûr, en partant, ça te prend plus que 100 000. Ouch! Ça, je te dis. Fait que pour en vivre et être capable de sortir, il faut un certain capital pour ça. Puis là, encore là, ça, c'est juste pour le volet trading, là, parce que, comme je te dis, quand tu piges à chaque semaine dans ton compte pour te sortir une paye, tu viens affecter le capital que tu as dans ce compte-là, puis c'est avec ce capital-là que tu fais des rendements. Fait que si le monde pense que le day trading, c'est à chaque semaine, tu fais, je sais pas, 5 000 la semaine, Exact. Dans les faits, là, c'est peut-être une semaine, tu fais 7 000, la semaine d'après, t'en perds 3, la semaine d'après, t'en perds 2, puis l'autre d'après, t'en fais 10. Mais ça donne une moyenne, mais tu as des pertes puis tu as des gains. C'est pour ça que la gestion du cash flow est importante. Puis il faut que, quand est-ce que tu sors tes payes, c'est quoi ta paye aussi que tu as besoin. Puis là, il faut que tu évalues c'est quoi tes dépenses que tu as besoin au personnel. Parce que moi, quand je verse de l'argent à mon CELI, c'est sur mon salaire net, là. C'est ce que ma business me verse. Puis là, je cotise au personnel. Exact. Quand je paye ma bouffe, quand je paye mes affaires, ben c'est mon salaire qui paye ça. Fait qu'il faut que je détermine combien j'ai besoin. Fait que je me fais un budget personnel. Mais il y a un autre calcul qui doit se faire à l'intérieur de la business pour la portion trading, à savoir combien j'ai besoin pour me sortir constamment ce salaire-là annuel.
OK. Puis, toi, comment que tu le fais? Est-ce que tu le fais dans l'optique que à tous les mois ou à toutes les semaines, c'est toujours le même montant que tu t'enlèves automatique? J'ai pris cette méthode-là parce que pour moi, c'est un revenu stable. C'est plus facile de budgéter à ce moment-là. Je comprends. Déjà que contrôler son trading avec les up and down, c'est quelque chose de difficile. Pas facile. Ça met un stress financier sur ta business, sur tes décisions, sur ta vie en gros. Au moins de mon bord, moi, je sais qu'à chaque semaine, le vendredi, je me verse la même paye. Puis, tu sais, encore là, les DAS, les déductions à source sont enlevées. Le montant que je reçois dans mon compte, là, c'est mon montant net. Fait que mes impôts, c'est ma business qui les prend. Les DAS, les RQ, RQAP, tout ça. Après ça, je verse ça trimestriellement. Mais, fait que moi, au personnel, je sais comment j'ai. Je sais comment j'ai besoin pour vivre. Puis tout le reste, ça reste là dans le compte de la business. Puis pourquoi tu t'es décidé de te payer en salaire et non en dividende? Parce qu'on proclame souvent parce que les dividendes, ça te permet d'éviter les cotisations sociales comme le régime des rentes du Québec, ces affaires-là. Sauf que, premièrement, ta business paye de l'impôt sur ces bénéfices-là. Fait que ce qui arrive, c'est que ton salaire, là, c'est une dépense pour ta business. Fait que tu viens diminuer tes bénéfices imposables. Fait qu'il y a un avantage fiscal à faire ça. Tout dépendamment, c'est combien aussi tes bénéfices. Parce que quand tu dépasses 500 000, tu es dans un autre palier d'imposition. Fait que des fois, tu as avantage à réduire tes bénéfices en te donnant un salaire. Puis à ce moment-là, ça va être plus avantageux de... Tu sais, tu peux te prendre une portion salaire puis une portion dividende aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Sauf qu'il y a un avantage fiscal à te mettre toi-même comme dépense pour ton entreprise. Puis même pour côté, si c'est important pour les gens, même côté pouvoir cotiser à ses REER aussi, tu vas pouvoir le faire. Exactement, c'est en plein ça. Ça, c'est l'autre volet que j'allais dire, c'est que veux pas, quand tu te verses un salaire, c'est ça qui te permet. Tu peux pas cotiser à ton REER sur des dividendes. C'est vraiment sur un salaire. Puis même chose, sur ton salaire, le RRQ, là, c'est un régime collectif là, que tu cotises. Fait qu'à ta retraite, tu vas pouvoir avoir ça. Je suis pas un gros fan du régime des rentes du Québec, mais reste que c'est de l'argent qu'on met là, puis ça te donne un revenu minimal pour ta retraite. Là. Pas grand-chose. En 2022, là, c'est 1250$ par mois maximum. Quoi, là. On s'entend, tu peux pas vivre là-dessus, mais c'est une obligation de cotiser à ça si tu verses un salaire. Oui, exactement. Mais moi, pourquoi que je décide de me payer en salaire, c'est pour ces raisons-là aussi. Puis de ce que mon comptable m'a dit, tu sais, même pour aller chercher du financement auprès d'une banque, ça va être beaucoup mieux vu, là. C'est plus facile sous forme de salaire, surtout s'il est constant versus des dividendes. Mais encore là, ça dépend de qui tu pognes dans la banque. Parce que tes dividendes vont être quand même comptabilisés en termes de revenus, surtout si tu as un long historique. C'est ta première année de business, tu arrives là-bas que tes chiffres vont dire, ben là, sorry, ça vaut pas grand-chose. Travailleur autonome en partant, c'est 2 ans. C'est mort, Si tu es capable d'avoir un bon historique, que tu vois que c'est constant, qu'il y a du cash dans les comptes de banque, il y a du cash autant dans le business que dans tes comptes à toi, les banques sont moins frileuses à ce moment-là. C'est sûr, mais entre toi puis moi, bon, moi, je ne sais pas pour toi, là, tes premières années, comment que ça a été dans l'entrepreneuriat, si ça a été difficile ou pas. Moi, j'ai eu la chance que mes 2 premières années, c'était génial, mais en règle générale, un travailleur autonome, il y a des hauts puis il y a des bas. Absolument. Les premières années, Colin, tu fais même pas d'argent des fois, t'es en perte, t'es en moins, tu sais. Dans ton cas, à toi, justement, tes premières années, c'était comment? Parce que tu me l'as dit tantôt, t'as été capable de te payer en salaire, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans? Du côté de ce business-là, pour Traders 360, à partir du trading. Mais me verser un salaire avec mes business, j'ai tout le temps eu des business que j'ai réussi à me sortir du fric. Okay. Ma première, il y a une question chance, il y a une question aussi de bien tâter le terrain puis le marché. Oui. Mais ça n'a pas été que des succès, là, dans le sens, l'esthétique automobile à domicile, oui. Le lave-auto, oui. Mais entre le lave-auto et la business que j'ai en ce moment, j'ai parti un centre de formation à Saint-Sauveur. OK. Et là, le but, c'était d'éduquer justement les gens sur la bourse. Un peu ce que je fais là avec les formations en ligne, mais avec un local. Fait qu'il y avait une belle salle de conférence vitrée, une salle de cours. On avait fait une réplique d'une tour de la bourse de New York avec une dizaine d'écrans. C'était magnifique. Sauf que ça vient avec des coûts fixes. Ça vient, tu sais, t'as ton local, c'est 3-4 000$ de local. T'as l'hydro, ton Internet, tes assurances. T'as un paquet de dépenses qui viennent avec ça. Puis de mon bord, j'avais pas l'achalandage pour venir justifier ces coûts fixes-là. T'sais, oui, je dirais qu'on est à peu près break-even en termes de revenus versus ce que ça nous a coûté. Mais non, mais c'est pas ça que tu veux. Là. Tu fais une business pour avoir des profits, pas pour tourner de l'argent. Fait que c'est pour ça que j'ai mis la clé là-dedans. Ça a roulé 1 an. OK. Après ça, c'est après la vente du car wash. Parfait. Fait que, j'ai mis de l'argent sur ce projet-là parce qu'on a pris un bail.
mais j'avais pas de cautionnement personnel. Ma caution, en fait, c'était l'argent que j'ai mis dans le local. J'ai mis 50 000 $ justement, on a fait la salle de conférence, tout ce qu'il y avait à l'interne, on a tout mis ça en place. Puis après ça, quand tu t'en vas, là, tu mets la clé dans la porte, ça reste dans le local. Je veux dire, c'est des améliorations locatives qui t'appartiennent pas. Fait que ça a été ça, mon cautionnement personnel, si tu veux. Mais vois-tu, ça n'a pas été un succès. Après ça, j'ai dit, écoute, je pense qu'il y a un marché pour les formations sur le trading, sur l'investissement autonome, démocratiser la bourse, tout ça. Mais je pense que je vais y aller vers une optique de formation en ligne. En ligne, ben oui. Parce que, je te donne un exemple, quand j'avais mon centre de formation à Saint-Sauveur, il y avait du monde qui était intéressé par les formations. Mais si tu habites sur la Rive-Sud, puis si tu habites à Trois-Rivières ou à Québec, tu feras pas la route pour venir faire ta formation de 12 heures à mon local. Fait que j'ai dit, écoute, j'ai de la demande, il y a un intérêt, mais je vais mettre ça sous forme de formation en ligne. Et c'est ça qui a créé, dans le fond, ma dernière business. C'est la même business. Les formations en ligne, les consultations, mon infolette, puis mes opérations de trading, mon portefeuille, tout sous la même incorporation. J'ai tout centralisé ça en même place. Wow. Et là, parce que, bon, là, encore une question personnelle, parce que je suis très curieuse. Là, l'entreprise que tu as, en termes de chiffre d'affaires, là, c'est une question très personnelle. En termes de chiffre d'affaires, ça se situe combien? Ben, c'est une business d'à peu près 4 000, 5 000 $ par semaine. OK, cool. C'est d'à peu près dans 260 à peu près par année. Puis là, t'as même pas de ton côté qu'est-ce que tu fais, ton trading personnel toi. C'est plus les revenus vraiment d'entreprise. Ah, OK, je comprends. Ça, c'est revenus dans le sens que les consultations, les formations, tout ça, puis l'infolette également. Fait que ça m'amène des revenus. Puis il y a une portion aussi que je vais faire du trading là-dedans. Là. Je comprends. Tu sais, les dépenses, il n'y en a pas une tonne. Là. Non, effectivement. C'est quoi? C'est de la publicité sur Facebook. Là, si je mets un 2000 $ par mois là-dessus, that's all, après ça, mes dépenses, c'est moi. Là. C'est moi la dépense de ma business. Puis après ça, tu sais, mon cellulaire, c'est pas moi qui le paye au personnel. C'est ma business. Si je m'achète un moniteur, un ordinateur, un bureau, une chaise de bureau, c'est toute sa business aussi. J'ai besoin de ça pour mes opérations. Absolument. Fait que il y a des avantages avec tout ça. Mais à ce moment-là, toi, ton trading que tu fais, t'aurais même pas été peut-être obligé de sortir un profit. T'aurais pu le laisser carrément. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que faut que tu vois ça d'un autre angle. C'est que moi, mes revenus d'entreprise, là, quand je fais une formation, penses-tu que je prends cet argent-là puis je me verse ça en salaire? Mes formations, c'est pas de la grosse argent. Là. C'est des formations, mais c'est très bas prix. Si tu compares ça à n'importe qui vend des formations sur le trading, eux autres, ils vendent ça à 2000 $, 5000 $. Ça, c'est des formations à 200-300 $. T'as mon package complet à 800. Fait que moi, c'est pas avec ça que je me sors une paye. Moi, mon argent vient du trading. Fait que moi, quand je vends une formation en ligne, je prends ce fric-là, je transfère ça dans le compte de courtage, puis là, je peux détrader avec ça. OK, je comprends. Le but, c'est juste de venir bonifier mon capital encore une fois pour le trading. Moi, c'est là que je fais mon argent. Fait que je comprends. Ces revenus complémentaires-là, des revenus passifs quand même, j'y prends puis j'y mets là-dedans. Mais tu sais, passif, on s'entend, là, à chaque semaine, je crée du contenu pour mon podcast. Oui, c'est sûr. Je fais des vidéos sur TikTok, j'essaie de créer une audience pour qu'ils viennent acheter mes produits pour qu'après ça, je puisse trader sur cet argent-là. Colin, OK, c'est intéressant. Alex, je finis tout le temps mon podcast en posant cette question-là à mes invités, parce que je suis courtier immobilier puis j'investis en immobilier. Est-ce qu'un jour, tu serais intéressé à investir en immobilier? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ben franchement, non. J'ai déjà eu l'opportunité. Il y a beaucoup de monde qui sont dans le domaine qui m'ont proposé « Hey, écoute, si t'as tel montant d'argent, mets ça, on fait un projet, tout ça. » Ben oui. Mais c'est pas... moi, l'immobilier, il y a du monde qui aime ça parce que justement, c'est concret. T'as une bâtisse qui est à toi, c'est de la brique, c'est solide. Il y a des locataires qui payent ton hypothèque, ça génère du cash flow. Puis après ça, au bout d'un certain nombre d'années, c'est clair, là, c'est à toi. Oui, exact. Encore là, tu peux le refinancer, sortir ta mise de fonds. Il y a des mécaniques pour faire tout ça. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, première des choses. Je suis zéro manuel. La gestion de la bâtisse, les rénovations, les bris, la toilette bouchée, les locataires qui payent pas, tous ces éléments-là, moi, ça m'excite pas. Mais au-delà d'investir en immobilier, t'es pas obligé d'acheter un immeuble à revenus. Tu peux avoir ta propre maison, bien qu'on s'entende entre toi et moi. C'est pas effectivement. Mais quand même, ça reste que c'est quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui prend de la valeur au fil du temps. Puis t'as le côté où t'as une sécurité.
Parce que, tu sais, des fois, quand tu es en location, moi, ce qui m'énerve, du jour au lendemain, tu le sais pas. Là, ton proprio peut t'expulser, tout dépendant le type de bâtiment où ce que tu habites, et te dire, je prends ton logement, tu sais. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je pose aussi la question. Une maison, pour moi, c'est pas un investissement. C'est comme de l'épargne forcée. Mais tu payes pour un actif que ça donne que tu vis dedans, fait que c'est quand même pas mal. Règle générale, ça s'apprécie, ça suit l'inflation, fait que c'est une belle manière de contrer l'augmentation du coût de la vie. Fait que c'est pas mauvais en soi, c'est juste que moi, si tu me demandes de prendre de l'argent pour m'acheter une maison que je veux, là, pas une maison, un bungalow à 300 000, c'est sûr que pour avoir la même qualité que j'ai dans un logement, ça va nécessiter une grosse mise de fonds. Ça dépend à la hauteur de quoi, mais ce montant-là, il est pas mal plus utile dans mon compte de courtage à trader que l'appréciation que ça va prendre dans une maison. Je comprends. Fait que c'est un peu mon angle, mais je pense quand même que pour une grande partie du monde, ça serait intéressant comme move d'aller dans l'immobilier. Effectivement. C'est un move relativement plus sécure, moins stressant que la bourse. Parce que le prix de ta maison a fluctué, là. C'est juste que tu le vois pas en temps réel, là, versus les actions, quand ça drop de 2, 3, 4, 5% d'une journée, tu fais comme « wow, OK, je viens de faire ça, là, ma valeur marchande, elle vient de dropper. » Oui. Mais encore là, tu sais, c'est un point que tu dis, c'est que ça appartient à chacun, là. Tu sais, moi, j'ai des amis, là, ils ont énormément d'argent, puis ils disent « Marsha, je ne deviendrai pas propriétaire. À moins que si j'ai des enfants, là, on dirait que ça va m'obliger. Souvent, c'est ce moment-là, en fait. Parce qu'avoir des kids, c'est pas juste... C'est pas tant acheter une maison pour l'investissement, c'est une question de qualité de vie, d'éduquer tes enfants dans un environnement qui est à toi, t'as ta cour, t'as tes affaires, t'as pas de locataire qui fait du bruit à ta gauche, t'es pas stressé que tes enfants fassent du bruit et qu'ils marchent à la tête de l'autre. Fait que je comprends le raisonnement d'acheter une maison dans le cadre familial, mais en termes de voir ça comme un investissement, ça me rejoint pas vraiment. Puis c'est correct aussi, tu sais, comme je te dis, parce que moi j'en connais plein, là, des gens autour de moi, ils sont comme non, nous on est bien avec ça, on voyage, on veut mettre nos priorités ailleurs. Parce qu'il y en a beaucoup aussi pour des gens, c'est des dettes, c'est des dépenses. Et c'est des grosses dettes en passant. Là, hein? On parle d'une dette de 25 ans. Quand même. Puis avec le taux d'intérêt qui est rendu quand même assez élevé, puis les prix des maisons qui ne descendent pas assez à mon goût. OK. Non, mais c'est ça. Il y a moins de ventes, il y a plus d'inscriptions. Ça descend pas assez. Les prix descendent pas. Non, ça descend pas assez. Tu vois dans les journaux, ils chutent de sur le terrain, moi, je le vois pas, là. C'est ça. Je le vois pas. Si tu regardes les stats, là, mettons, sur Centris, tu vois pas ça encore. Non, malheureusement. Même le délai de vente, tu vois qu'il est encore il est encore très élevé, bas. Tu comprends? Ça, je trouve ça assez spécial, mais ça, c'est une autre affaire. D'où la raison pourquoi que je n'écoute pas beaucoup les TVA puis tout ce qui est nouvelles, parce que je trouve des fois, c'est un peu du n'importe quoi. Mais comme je te dis, ça appartient à chacun de décider c'est quoi qui est mieux pour moi, tu sais. Toi, c'est la bourse all-in. Est-ce que moi, je serais du genre à faire ça? Je sais pas encore, parce que, comme je te dis, j'apprends à découvrir ça, puis je l'ai appris grâce à ton podcast. Puis honnêtement, pour vrai, je t'en remercie, parce que quand j'écoute ça, pour quelqu'un qui partait de zéro dans tout ce qui est la bourse, le trading, je suis comme, OK, wow, ça amène une facette. En plus, je suis une femme. Je suis comme, OK, là, je comprends un petit peu mieux. J'arrive à me situer. Puis c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai investi mes REER. Puis j'étais comme, OK, let's go, vas-y, parce que j'étais rassurée, tu sais. Ma conseillère me parlait, j'étais comme, OK, parfait, je comprends. Ça fait du sens, là. Il n'y a pas de problème. Tu sais, mes REER, je sais que je les ai perdus dans ma tête. Puis, tu sais, j'ai été prendre un portefeuille très élevé aussi en termes de rendement. Mais en même temps, je me suis dit, c'est mes REER. Tu sais, c'est pour du long terme. Je peux pas les retirer. Je peux rien faire avec. That's it, that's all, tu sais. Fait qu'écoute, merci beaucoup, Alex, d'être venu. J'apprécie beaucoup que tu as fait le chemin pour venir me voir. Ça fait plaisir. Puis ça m'a fait plaisir de te voir. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.